Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission C'est politique. C'est le dernier numéro de l'année. Pour ce dernier numéro, nous avons choisi de nous intéresser à un accord qui nous lie directement avec la Nouvelle-Calédonie et tout particulièrement l'accord de Nouméa, un dossier que nous évoquons régulièrement lorsque nous parlons des relations entre nos deux territoires. Vous l'aurez compris, je parle de l'accord particulier. Alors, l'accord particulier, qu'est-ce que c'est? Pour les initiés, je ne vais rien vous apprendre, mais pour la grande majorité d'entre nous, c'est un peu flou, car on parle souvent de partenariat, de transfert de compétences, voire même d'accompagnement pour le développement de Wallis et Futuna. Et pour en parler, j'ai invité sur ce plateau Monsieur David Verger, élu territorial, ancien président de l'Assemblée territoriale. Monsieur Verger, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et aussi avec nous, en duplex depuis les locaux de NC La Première, Vaimoua Mouliava, membre du gouvernement calédonien en charge de la fonction publique, de la transition numérique et de la modernisation de l'action publique. Mais vous êtes aussi chargé du suivi des relations avec les collectivités d'outre-mer. Monsieur Mouliava, bonsoir. Merci de vous être rendu disponible pour notre émission et je remercie ici nos confrères de Nouvelle-Calédonie La Première pour leur collaboration technique qui a pu rendre possible cet échange avec vous en direct depuis leur studio. Bonsoir Lagumaïna, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir aussi à M. David Verger et puis à l'ensemble des auditeurs. Je tiens juste à préciser à nos téléspectateurs que nous avons un petit décalage de 5 secondes entre les échanges que nous aurons avec Monsieur Mouliava par duplex. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des petits décalages pendant cette émission, mais je remercie quand même les équipes techniques d'avoir fourni cet effort pour que ça soit possible. Alors maintenant que les présentations sont faites, messieurs, je sais que vous avez été chacun de votre côté et chacun à sa façon acteur et artisan dans cet accord particulier. Et je m'adresse d'abord à vous, Vaimoua Mouliava. En tant que membre du précédent gouvernement, vous avez emmené une mission en novembre 2020 dans le cadre d'un avenant à l'accord particulier, un avenant dans lequel la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna s'engagent à financer sur une période de 5 ans une coopération pour un développement sur plusieurs secteurs comme le transport, le numérique, le tourisme et la formation. Concrètement, comment ça s'est traduit? Des financements ont été actés, 20 millions de francs de Wallis et Futuna et 200 millions de francs CFP de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que cette coopération a réellement été activée et quels en sont les exemples concrets aujourd'hui, Monsieur Mouliava? Oui. Pour parler de tout ça, en réalité, oui, sous le 16e gouvernement, sous la présidence de Thierry Santa, il avait été décidé en réalité de coordonner toutes les actions relatives à l'accord particulier pour établir finalement une stratégie, un plan d'action sur 5 ans, parce qu'on s'était rendu compte, nous avions fait un bilan qu'il n'y avait que 4 comités de suivi depuis la signature de cet accord particulier le 1er décembre 2003. Donc 4 comités de suivi en pratiquement 18 ans maintenant aujourd'hui. On comprend bien qu'il y avait un problème de gouvernance, un problème aussi de stratégie et puis de plans d'action qui en découlent, avec pour objectif principal, c'était le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant dit, vous connaissez les vicissitudes politiques de Wallis et Futuna et aussi de la Nouvelle-Calédonie. Cet avenant qui avait été préparé avec l'ensemble des partenaires n'a finalement jamais été signé. Parce que il y a eu les élections de l'Assemblée territoriale à Wallis, il y a eu aussi les élections pour les sénatoriales. En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement est tombé, est remonté. Tout cela n'a pas favorisé cette dynamique que nous avions voulu initier. C'est là où on se trouve en réalité. Ceci dit,
On a quand même continué un peu les partenariats avec l'OPT pour tout ce qui est déploiement de la fibre au niveau de l'hôpital de Sia. Et puis d'autres sujets comme l'aménagement où nous avions amené un peu la CECAL pour pouvoir voir comment travailler en étroite collaboration avec l'écosystème de Wallis-et-Futuna, justement pour cadrer un certain nombre d'investissements que les territoires bénéficient actuellement. Et puis continuer le travail qu'avait initié aussi David Verger et puis l'ancien gouvernement, c'est-à-dire sur la pépinière des entreprises, le falais des entreprises et tout un tas d'autres sujets qui ont quand même continué. David Verger, en 2019, avec le gouvernement de Philippe Germain, vous avez actionné le 4e comité de suivi de l'accord particulier. Justement, à quel point notre territoire a-t-il besoin de ce genre de coopération et quel est votre avis par rapport à l'apport le plus efficace que peut nous fournir la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est est-ce que c'est le soutien logistique et financier ou plutôt un apport en ingénierie? Merci Nagui. D'abord, rapidement, je présente toutes mes salutations à toutes les autorités, bien évidemment, de ce territoire, que ce soit politique, coutumière, administrative, sociale, et puis tous les, bien entendu, les auditeurs de Wallis-et-Futuna. Et au travers de M. Mondiava, j'ai le plaisir de saluer le ministre qu'il a été aujourd'hui le fervent défenseur de Wallis-et-Futuna en Nouvelle-Calédonie, de remercier le gouvernement et toutes les autorités aussi, coutumières, politiques, administratives, et l'ensemble des citoyens et des Calédoniens qui ce soir vont peut-être nous regarder. En tout cas, oui, nous avons énormément besoin de cet accord particulier. D'ailleurs, parce que il est, même si effectivement, M. Mouliavia, il l'a dit, 18 ans, 4 comités de suivi, c'est très pauvre. C'est très très pauvre. Et même s'il y a des bonnes choses qui ont été faites, on a besoin, aujourd'hui, c'était notre premier outil des politiques de Wallis-et-Futuna dans le cadre de la politique globale de l'intégration régionale. Et on a failli. Il faut se dire les choses. Donc, comme l'a dit M. Mouliava, à un moment, il faut faire un constat après 18 ans. Un peu tard d'ailleurs, hein, c'est arrivé un peu tard, je trouve. Dans la gouvernance, puisque 4 comités, c'était très peu. Dans les objectifs, puisque entre l'accord initialement signé et les objectifs qui étaient présentés à cette époque-là, et aujourd'hui, la direction qu'il a pris après 18 ans, même malgré ces 4 comités, aujourd'hui, quand même, je dirais, ce sont plus finalement les mêmes fondations de l'accord. On n'est plus dans le même objectif. On n'était plus dans les mêmes objectifs. Et donc, de redéfinir d'abord la relation financière et de redéfinir, comme vous dites, aussi la relation politique, mais surtout, je dirais, intellectuelle qu'on peut avoir avec la Calédonie en termes de soutien logistique, de soutien de compétences. Hein. Le ministre l'a dit, le développement de la fibre optique, mais il y a tellement d'autres domaines où on a besoin de la Calédonie, pas forcément uniquement pour financer, mais pour nous apporter une contribution, une expérience sur des sujets qu'ils ont eu déjà à développer, où eux-mêmes ont fait leurs propres erreurs, et donc ils nous évitent de faire les nôtres, en tout cas les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un accord qui est global. Il faut poser un cadre financier parce qu'on sait bien qu'aucun accord ne travaille sans des financements. Sinon, c'est juste effectivement que du politique. C'est là ce que je reproche d'ailleurs à l'accord particulier. On a fait tellement de politique à l'intérieur que finalement on n'a rien fait dedans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, cet accord financier permet une vraie coopération entre les hommes, entre les compétences, et puis d'avoir aussi ensemble, quel que soit l'avenir demain de la Nouvelle-Calédonie, parce que de toute façon, il y aura toujours une relation, quel que soit le statut demain politique de la Nouvelle-Calédonie, il y aura toujours une relation entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, et c'est ça qu'il faut préserver. Merci. Maintenant que vous avez apporté vos visions respectives sur les éléments les plus récents de cet accord, je vous propose maintenant de revenir à la genèse de cet accord avec le thème suivant, la volonté politique, une coquille vide. Alors je me permets de faire un petit historique
L'accord particulier a été signé le 1er décembre 2003, on l'a dit, hasard du calendrier ou volonté. Il y a donc 18 ans, jour pour jour, ce fameux accord particulier prenait corps, avec des intentions affichées de développer Wallis et Futuna. L'accord tacite était que les deux parties, c'est-à-dire l'État et la Nouvelle-Calédonie, allaient accompagner le territoire de Wallis et Futuna à s'émanciper administrativement et économiquement de la Nouvelle-Calédonie, sa tutelle de fait. Historiquement, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie ont toujours été rattachés, mais lorsqu'en 1998, cette dernière entame son processus d'émancipation en vue d'un référendum d'autodétermination, la question se pose sur le devenir de Wallis et Futuna et de ses ressortissants en grande majorité vivant en Nouvelle-Calédonie. D'où la naissance de cet accord particulier. Cet accord cadre est débattu et adopté au Sénat en mars 1999, mais elle ne sera signée qu'en décembre 2003, et cela déjà en dit long sur l'intérêt que l'État portait à ce dossier. Et c'est encore l'État qui fait traîner les procédures et qui rechigne à mettre la main à la poche pour financer des actions dans cet accord cadre, prétextant son intervention financière via d'autres leviers tels que les contrats de développement, les contrats de convergence plus récemment. En clair, cet accord est une coquille vide que seule la Nouvelle-Calédonie a essayé d'activer une première fois en 2009, année de la première commission de suivi de l'accord particulier. Tout d'abord, messieurs, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Et à votre avis, pourquoi cet accord a-t-il mis aussi longtemps à être activé? Monsieur Mouliava, est-ce que vous avez une première réaction par rapport à ce thème? Oui, merci, Lani Maïna. Il a très bien dit, le conseiller David Verger. Et il a très bien dit. On a trop fait de politique avec cet accord particulier en Nouvelle-Calédonie. Il a toujours été agité à l'approche d'élections provinciales ou à la fin de mandature pour un peu, comment dire, mobiliser l'électorat de la diaspora ici. Et c'est ce qu'on peut reprocher. Une signature en 2003, un premier comité en 2009, et puis à chaque fois on fait de la politique politicienne avec un accord particulier qui, somme toute, pour moi, est crucial. Pourquoi? Parce que autrefois, il faut le dire, la Nouvelle-Calédonie, enfin Wallis et Futuna était une dépendance administrative de la Nouvelle-Calédonie. Et à un moment donné où les partis majoritaires en force vive de la Nouvelle-Calédonie s'accordent sur un statut particulier du territoire qui le mène vers un chemin, certains diront d'émancipation, d'autres diront décolonisation, la question de la place de Wallis se pose. Et c'est en cela que l'accord particulier était important, fallait s'y intéresser parce que la redéfinition de la relation de la Nouvelle-Calédonie avec la France a forcément un impact sur Wallis et Futuna parce que les liens sont historiques, je dirais même préhistoriques, dans le sens de l'histoire, préhistoire européenne, occidentale. Je veux dire, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, ici, une des langues vernaculaires de la Nouvelle-Calédonie provient du Fagaouvert, de notre langue. Hein, par l'histoire pré-européenne, on a des liens ancestraux. Et après, on a des liens issus de l'histoire coloniale et puis qui se sont renforcés sur l'histoire récente. Donc l'accord particulier revêt un caractère génésique me concernant, enfin je le trouve, parce que si la Nouvelle-Calédonie à un moment donné était reliée administrativement, Wallis et Futuna était une dépendance administrative de la Nouvelle-Calédonie avec tout ce qui s'ensuit, les liens économiques, les liens de transport, les liens au niveau de la santé, etc. Et que du jour au lendemain, on coupe ce cordon ombilical qui relie Wallis et Futuna à la Nouvelle-Calédonie, ben, il faut réfléchir comment développer Wallis et Futuna sans l'intervention de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour cela que je trouve dommage. Je trouve dommage que
que cet accord, finalement, a été utilisé comme du maquillage politique, du mascara politique pour une politique intérieure de la Nouvelle-Calédonie et j'imagine une politique plus nationale au niveau de l'État. Et la question se pose, pourquoi moi je la pose en tout cas, enfant calédonien d'origine wallisienne et futunienne, je pose la question, quel est le rôle de Wallis et Futuna dans la politique étrangère dans la zone Asie-Pacifique au niveau de l'État. Monsieur Verger, à la lumière de ces ici éléments, en Nouvelle-Calédonie, nous allons décider de notre futur, mais forcément... Pardon, Mouliava, et forcément, Wallis et Futuna aussi devra se positionner, réfléchir à tout ça. Oui, Monsieur Verger, justement, à la lumière de tous ces éléments, avec ce que vient de dire Waimoa Mouliava, est-ce que, justement, cet accord particulier n'a pas été pensé parce que, dans l'accord de Nouméa, on n'a pas été un petit peu oublié quand cet accord de Nouméa a été pensé et rédigé? Je pense que la naissance de l'accord particulier était une réussite politique. C'est une réussite politique, sa naissance. Et comme l'a dit le ministre, c'est ensuite, je dirais, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les Wallisiens et les Futuniens de Wallis et Futuna, comme ceux de Nouvelle-Calédonie, ne l'ont pas fait vivre. Je ne parle pas de l'État encore, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire sur l'État. Mais je veux dire, globalement, si on regarde bien, les grandes réussites de cet accord, parce qu'il y en a quelques-uns, ce sont des générations d'instituteurs, d'infirmiers, de pompiers, quelques coopérations effectivement aujourd'hui techniques parce que voilà, il y a une nécessité, mais globalement, l'accord particulier a servi surtout les intérêts de l'État et de ses devoirs régaliens à Wallis et Futuna au travers de financements qu'elle a récupérés en partie en Nouvelle-Calédonie, un petit peu nous et eux. En gros, ça a été une bonne addition, une bonne facturation pour l'État et pas pour finalement, globalement, véritablement un développement territorial. Dans le sens territoire, je veux dire pas là que bien évidemment les instituteurs, etc., ce sont bien des gens de chez nous, mais dans les objectifs de politique territoriaux des politiciens de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. La grande perdante aussi, c'est la communauté de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie. Puisque dans ces accords, quelque part, il était dit aussi que quelque part, une place particulière, en tout cas, quelque chose de nouveau devait être défini par rapport à la communauté et de sa place en Nouvelle-Calédonie. Et que je pense que si ce travail avait été fait d'un côté comme de l'autre, relayé d'un côté comme de l'autre, aujourd'hui, la communauté de Wallis et Futuna aurait une autre stature, une autre place, une autre position, je pense, dans, globalement, le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes les deux grands perdants. Alors après, on peut trouver toujours la faute à l'un ou à l'autre, mais je pense que, pour moi en tout cas, du côté de Wallis et Futuna, je pense que nous sommes, nous, les premiers à l'Assemblée territoriale, à ne pas avoir saisi ce premier dossier d'intégration régionale pour avoir aussi une certaine notoriété. Si on ne se saisit pas du dossier de l'accord particulier, on ne peut pas se développer dans l'intégration régionale. On ne peut pas vivre comme Wallis et Futuna, comme un territoire polynésien, océanien, dans son espace géographique et le Grand Pacifique. Et c'est pour ça que, vous l'avez remarqué, lors de ce mandat que j'ai eu la chance de le diriger avec mon équipe. On a collaboré, on a signé le Polynesian Leaders Group. On a fait des accords avec le gouvernement, je dirais, fidjien, qui sont en cours de signature. Alors, bien évidemment, encore une fois, c'est toujours... Nous avons redéfini, essayé en tout cas de relancer l'accord particulier. Nous avons aussi signé aussi un accord particulier, on va dire, en tout cas un accord bilatéral avec la Polynésie française, qui n'avait jamais été fait. Vous voyez, on a tellement été absent parce qu'on n'a pas saisi ce premier dossier qui aurait pu nous donner une autorité et se saisir à ce moment-là. Parce que dans la vie, on le sait bien, si vous n'allez pas chercher et vous n'arrachez pas un peu les prérogatives de l'État, il ne vous le donne pas. Et là où je suis d'accord avec M. Mouliava, c'est que Wallis et Futuna devra se redéfinir politiquement dans sa vision, même du statut de 61, qui est un bon statut, c'est une bonne base.
Aujourd'hui, on le voit bien, on doit redéfinir la place de Wallis-et-Futuna dans le futur de la Nouvelle-Calédonie, qu'elle reste indépendante ou qu'elle devienne indépendante ou pas. Nous avons bien compris l'axe Indo-Pacifique, nous avons bien compris toutes les vicissitudes qu'il y a autour de la Calédonie avec la Chine, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas juste un petit bout de caillou posé là et que on vit au gré je dirais, des désirata et des Calédoniens aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours été bons pour Wallis-et-Futuna, il faut être clair. Beaucoup d'entre eux ont toujours pensé que c'était la 4e province et nous ont un peu oubliés. Et comme l'a dit le ministre, surtout on nous a remis au goût du jour quand c'était intéressant politiquement. Et puis, bien évidemment, et nous sommes laissés faire aussi. Donc, je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Et je le pense sincèrement, je pense que l'accord particulier a souffert d'abord d'avoir eu l'État à l'intérieur. On aurait dû ne pas avoir l'État et d'avoir véritablement une relation bilatérale entre les Calédoniens et les Wallisiens et Futuniens ici, et de construire vraiment un objectif commun. Alors, politiquement, chacun avait le sien. Hein. Certains voyaient l'immigration des Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie comme une chance économique, mais aussi comme des atouts politiques pour des élections. Et puis certains souhaitaient aussi que le développement de Wallis-et-Futuna se fasse à Wallis-et-Futuna pour que les ressortissants de Wallis-et-Futuna restent chez eux, parce qu'on est toujours mieux que chez soi. Et qu'il fallait effectivement accompagner le développement, ce qui est aujourd'hui une grosse difficulté de notre territoire. Donc je pense que tout ça est mélangé, c'est difficile à faire le point globalement en une heure, mais je pense que nous avons chacun notre responsabilité. Et moi j'espère, je ne le verrai pas, mais j'espère que cet accord calédonien et Wallis-et-Futuna, quel que soit le statut, se passe peut-être demain de l'État. Et que l'État fasse ce qu'il a à faire avec les Calédoniens via la Wallis-et-Futuna, mais qu'on ait une relation vraiment bilatérale et qu'elle ne soit pas toujours polluée par le non-interventionnisme de l'État ou l'interventionnisme, quand ça les arrange, aussi de l'État. Merci David Verger. Justement, je vous propose de passer à notre thème suivant, puisque 18 ans après la signature de cet accord, on a vraiment cette impression que les choses n'ont pas vraiment avancé, parce qu'à chaque fois que l'économie de Wallis-et-Futuna pique un peu du nez, chez nous on observe ce phénomène d'exode, de migration vers la Nouvelle-Calédonie, ce qui nous emmène, notre thème suivant, le lien historique qui nous lie avec la Nouvelle-Calédonie. Alors je reviens sur une petite expression que vous avez utilisée tout à l'heure, parce que dans quelques articles, on a lu ça et là, des articles de presse, des hommes politiques calédoniens parler de Wallis-et-Futuna comme la 4e province de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, c'est dit sur fond de boutade, hein, mais c'est un peu révélateur d'une réalité, car il y a eu et il y a encore un regard assez négatif porté par certains Calédoniens sur l'arrivée de Wallisiens et Futuniens à la recherche d'emploi. Ce phénomène d'exode est observable depuis les années 50 avec différentes vagues de migration. Est-ce qu'aujourd'hui cet accord a permis le ralentissement de ce phénomène d'exode ou au contraire n'a pas d'effet vraiment là-dessus? Est-ce que Monsieur Verger... Je pense que nous avons toujours de temps en temps, assez régulièrement, selon la fibre politique des politiciens de Nouvelle-Calédonie, on trouve encore ce type de regard condescendant sur les Wallisiens et les Futuniens. Certains, on voit les citoyens calédoniens, Wallisiens et Futuniens comme juste de l'électorat, une force de travail. Voilà. D'autres voient comme un envahisseur. Ça aussi, ça existe. Et puis après, il y a malheureusement la 3e catégorie qui est la plus difficile à défendre, c'est que de dire les Wallisiens et les Futuniens ont été une chance pour la Nouvelle-Calédonie. La preuve, M. Mouliaba. Il n'y a pas meilleur exemple. Donc la Calédonie a besoin aussi de cette communauté. Alors après, bien évidemment, les ajustements, et moi je ne veux pas rentrer, bien évidemment, contrairement à d'autres de mes confrères politiciens qui veulent rentrer dans la politique de la Nouvelle-Calédonie, moi je dis aux citoyens calédoniens de se déterminer, et c'est pas aux Wallisiens et aux Futuniens d'aller dire ce qu'il y a à faire là-bas, comme j'accepte peu d'ailleurs de voir les Calédoniens dire ce qu'il faut faire ici. Donc je trouve que on a justement par notre absence, on n'a pas su appuyer sur ce camp, quelles que soient nos tendances politiques et nos espérances, on puisse dire que la communauté, que ce soit en Nouvelle-Calédonie et bien évidemment à Wallis-et-Futuna, doit développer les deux territoires de façon harmonieuse.
et que les échanges ne sont pas incompatibles. Je crois que le ministre Mouniava disait que c'était une relation préhistorique. Je rappellerai que les Wallisiens allaient en Nouvelle-Calédonie déjà. Et ça n'a jamais posé de problème. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont même dans le génétique des langues vernaculaires. Donc, voilà, ce qui était valable hier, ce devrait être toujours valable aujourd'hui. Sauf qu'il faut effectivement mettre des équilibres, des règles, et simplement redéfinir la relation politiquement la plus harmonieuse possible entre les Calédoniens et nous. Vraiment, justement, par rapport à cet aspect de l'accord particulier, est-ce qu'il y a quelque chose à redéfinir par rapport à cet accord particulier pour qu'il puisse, justement, pour qu'on puisse vraiment assumer ce lien historique? Oui, mais je voudrais revenir sur ce que dit Monsieur Verger. Il a tout à fait raison. Hein. Il a tout à fait raison. Ces mots sont à propos. C'est-à-dire, on parlait de l'État tout à l'heure, mais aussi, ce sont les élus politiques de la diaspora ici en Nouvelle-Calédonie qui ont failli. C'était à eux de veiller à ce que cet accord particulier soit une opportunité et pas une coquille vide. Ça, je voudrais rappeler et souligner les propos du conseiller Verger, parce qu'il a tout à fait raison. On ne peut pas toujours regarder et critiquer ce que fait l'autre, ce que n'a pas fait l'autre, sans se dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Et là ont été nos lacunes. Voilà. Donc sur ce sujet-là. Maintenant, cet accord particulier, il faudra, il me semble, il l'a très bien dit M. Berger, quoi qu'il arrive de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il faudra s'en saisir. Parce qu'il a raison, il s'agit d'intégration régionale, de redéfinir les relations de Wallis-et-Futuna avec son environnement. Et maintenant que nous savons que la Nouvelle-Calédonie chemine vers des souverainetés partagées, parce que c'est déjà partagé. Actuellement, nous avons des compétences qui nous ont été rétrocédées. Donc c'est déjà le cas. Le problème, c'est qu'en 18 ans, les élus locaux ici de la diaspora n'ont pas su travailler en étroite collaboration avec les élus de Wallis-et-Futuna pour sublimer cet accord particulier et faire changer les mentalités, c'est-à-dire voir la diaspora de Wallis-et-Futuna comme une opportunité et non comme un frein, parce que la réalité des faits de cet accord particulier, c'était de maintenir les Wallisiens futuniens en Wallis-et-Futuna pour aussi des raisons électoralistes. La sagesse aurait voulu que nous regardions cet angle de l'accord particulier comme une opportunité de saisir son destin en main et de dessiner sa propre trajectoire, ce que nous n'avons pas su faire. Depuis 2009, 4 commissions de suivi de l'accord particulier se sont succédées. Plusieurs centaines de millions ont même été versés et ont servi à financer des projets de coopération, de formation, voire même des études. Mais on se pose aussi, et on l'évoquait déjà un petit peu en amont, la question de l'implication de l'État dans tout ça. Et c'est donc l'objet de notre prochain thème, le rôle de l'État dans cette triangulaire. Alors messieurs, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Cet accord a été signé entre 3 protagonistes. Mais je me pose la question quand je vois qu'en termes de compétences, la Calédonie est représentée par un président du gouvernement, patron de l'exécutif. L'État est souvent représenté par un membre du gouvernement. Mais à Wallis-et-Futuna, le patron de l'exécutif reste un représentant de l'État. Sommes-nous réellement dans une triangulaire, monsieur Verger ? C'est tout le principe
C'est tout le principe finalement de ce statut de 61. Son ossature est de qualité, parce qu'elle donne déjà quelque part, si on applique la totalité des modalités du statut de 61 et aussi les pistes de développement déjà dans le statut de 61 qui étaient prévues et qui n'ont pas été faites, finalement une certaine autonomie politique. Aujourd'hui, il faut se le dire, et l'État d'ailleurs nous demande d'ailleurs aussi de faire changer le statut de 61. Alors peut-être pas pour les mêmes motifs que nous, on souhaiterait le faire. En tout cas, de le faire progresser. Le statut de la gouvernance de Wallis-et-Futuna qui est donné à un administratif, même avec tout le respect qu'on va, bien évidemment, pour le préfet, l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna, est digne d'une colonie française. Aujourd'hui, ça doit être la représentation de Wallis-et-Futuna dans les institutions régionales, même s'il y a un cadre aussi d'intervention, bien évidemment, ça ne peut être que quelqu'un qui ressort du territoire et qui vit durablement et qui est choisi par le peuple. C'est le principe même de la République. Donc on voit bien que cette problématique de la représentation est aujourd'hui critiquée souvent. Mais enfin, j'ai pas vu beaucoup non plus les élus finalement aborder le sujet véritablement de front et dire on le change. Parce que quand il y a une difficulté, on a aussi ce grand réflexe de dire ah oui, mais c'est le préfet qui est chef du territoire. C'est aussi pour nous, les élus, une façon de quelque part de se dédouaner des mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir sur le territoire. Notre titre de conseiller territorial, d'élu politique, n'est pas assumé pleinement. Parce que quand c'est bien, on dit que c'est nous. Quand c'est pas bien, on dit que c'est la faute de l'État. Et c'est un faux jeu qu'on a. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans une des grandes réformes, quelle qu'elle soit, du statut de 61, c'est de garder toute cette colonne vertébrale et aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire véritablement, alors quand on parle d'autonomie ou d'indépendance, c'est pas l'autonomie n'est pas l'indépendance, mais d'avoir une autonomie politique véritablement et de faire valoir auprès de l'État d'abord les intérêts des Wallisains-Futuniens, qui ne sont pas forcément les mêmes que l'État. Après, il peut y avoir des discussions, bien évidemment, mais on voit bien, on a des sujets où on nous fait passer à côté. Et donc aujourd'hui, on a trop accepté cette présence, à mon avis, qui est de courte durée, 2 ans, 2 ans et demi. La visibilité d'un préfet, c'est 2 ans, 2 ans et demi, même s'il représente l'État. Chaque préfet a sa sensibilité. Donc on voit bien qu'on peut plus être administré, on doit être géré aujourd'hui. Et cette gestion, c'est une gestion durable. Aujourd'hui, on en parle, du mot durable. Malheureusement, la préfecture n'est pas quelque chose de durable. La préfecture, oui. Les hommes qui sont dedans, non. Donc on se retrouve avec des politiques qui se succèdent et qui ne sont pas forcément les mêmes, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes sensibilités. Et donc véritablement, on n'a pas un développement de Wallis-et-Futuna harmonieux, même si aujourd'hui, tout doucement, l'Assemblée présente des stratégies, etc. Mais encore une fois, c'est dans ces applications que nous devons être plus présents. Et c'est pour ça que l'exécutif, n'est pas décidé sur qui doit apprendre l'exécutif. En tout cas, ça ne peut plus être un représentant de l'État, ça doit bien être une force, je dirais, locale, quelle que soit sa composition après, qui doit reprendre la tête du pays pour finalement le conduire, discuter avec l'État quand même avec un certain niveau, bien évidemment, et d'avoir des objectifs dans la région avec la Calédonie, avec bien évidemment son épanouissement intérieur, extérieur de ce territoire, parce qu'on ne fait pas de développement durable sans les autres. Est-ce que c'est pas justement cet aspect-là de notre institution qui a fait que l'initiative n'a jamais été prise ni par l'État ni par le territoire pour activer cet accord particulier et qu'on a attendu que la Calédonie réveille cet accord particulier? Je pense que ça a bien aussi servi les intérêts de l'État que nous ne réveillons pas. C'est à nous d'être à l'initiative. Alors, que ce soit les Calédoniens ou les Wallisiens et Futuniens, l'intérêt premier, il est quand même pour le développement de Wallis et Futuna et la diaspora en Nouvelle-Calédonie. Donc, je veux dire, j'ai toujours pensé que quand on vous donne pas, il faut aller chercher. J'ai eu l'occasion, vous l'avez bien vu lors de ce dernier mandat, de pousser les lignes au Forum du Pacifique, à la signature du Polynesian Group, à la signature, de l'accord avec la Polynésie française, à l'initiative avec M. Germain de faire venir les Calédoniens qui ont souhaité venir je vous rappelle, de faire une session où finalement l'État s'était dédouané de cette session et où nous avons signé un accord politique. Donc c'est pour vous dire, à un moment,
c'est bien d'attendre. Parfois, c'est poli. Mais souvent, c'est pas très constructif. Donc, de temps en temps, il faut se lever et il faut prendre l'initiative d'eux et pousser un peu les murs. Parce que sinon, nous sommes loin. L'État aussi a beaucoup d'autres territoires, beaucoup d'autres problèmes, en interne, en externe. Et donc, si le sujet de Wallisiens des Futuniens n'est pas défendu par les Wallisiens des Futuniens, je vois pas qui c'est qui pourrait le faire. Donc, je le dis, pour moi, on a quand même une grande responsabilité politique à porter ces sujets et de les porter le plus haut possible avec les Calédoniens. Parce que quand est-ce que les Calédoniens et les Wallisiens et Futuniens sont partis à Paris pour discuter de l'accord particulier directement avec le Premier ministre ou le Président de la République? Il me semble que quasiment jamais. Et si on avait déjà eu cette union-là, je pense que l'État se serait positionné autrement. Donc voilà, je vous dis, l'État, c'est comme tout, et il a tellement d'objectifs dans les Outre-mer qu'à aujourd'hui, il faut quand même avoir globalement avec les Polynésiens. Hein, moi, j'ai œuvré, j'espère un jour verrai un front commun avec la Polynésie française, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie pour qu'une vraie plateforme de réflexion, un accord global du Pacifique français, ou non, parce que la Calédonie va se déterminer dans quelques jours, pour que néanmoins, avec le Vanuatu, on puisse avoir une vraie parole francophone auprès du gouvernement, ensemble, pour porter les projets, globalement, de l'intégration régionale, du réchauffement climatique, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'être calédonien ou wallisien pour défendre ces sujets. Ce sont des sujets à quatre. Donc voilà, je pense que la francophonie, quelque part, peut être aussi un vecteur. Et c'est pour ça aussi qu'on a commencé à discuter avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, etc. Et j'espère que Wallis et Futuna sera rapidement membre et derrière ça se développera une vraie politique globale avec les 3 autres territoires francophones. Oui, alors, merci Monsieur Verger. Alors, Monsieur Mouliava, nous avons été coupés un petit instant sur la connexion. Vous êtes de nouveau avec nous. Alors, nous parlions justement dans ce thème-ci du rôle de l'État dans la triangulaire, et on évoquait justement cette problématique posée par le statut de Wallis et Futuna, où l'exécutif est toujours détenu par un représentant de l'État. Quel est votre avis sur la question quand on parle? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est encore normal que l'État se positionne en tant qu'État et en même temps représentant à Wallis et Futuna? C'est une très bonne question. En fait, l'État joue son rôle par rapport à ses intérêts. Ils peuvent parfois être convergents, ça dépend du cercle d'influence avec les intérêts de Wallis et Futuna. Mais si on sort un peu plus du cercle local et ensuite on pense région, elle a aussi ses propres intérêts. Donc l'État fait ce qu'il a à faire. La question c'est qu'est-ce que Wallis et Futuna, les élus politiques, veulent demain. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, même s'il y a une bipolarité de oui ou non, nous savons où on veut aller, c'est-à-dire nous savons que nous voulons être plus autonomes. C'est-à-dire que même si on dit ici qu'il y a des loyalistes, moi je vais vous dire, mon point de vue à moi, ça n'existe pas un loyaliste en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que des autonomistes qui ne s'assument pas. Parce que autrement, ceux qui seraient partisans pour la France, ben, ils iraient vivre dans un département qui accepte les règles, les lois de la République qui s'appliquent sur le territoire. En fait, ici, nous avons notre propre congrès et nous faisons nos propres lois, ce qui veut dire que nous sommes autonomistes. La question, c'est qu'est-ce que Wallis et Futuna va vouloir de son propre statut? Une autonomie politique ou pas? En réalité, nous ici, nous ne posons plus la question. Et quoi qu'il arrive le 12 décembre, et là ça va dépendre de comment les indépendantistes vont réagir vis-à-vis de ce qu'eux, ils prennent pour un affront, parce qu'ils voulaient reporter le 12 décembre pour un tas de questions, non seulement de coutumes, d'identité, de dignité, qui n'ont pas été entendues, peut-être entendues d'un point de vue moral, mais d'un point de vue juridique, n'a pas été entendues.
Ça va dépendre. Est-ce qu'à la fin, ils vont faire des bilatérales directement avec l'État et puis sortir de la table où il y avait trois partenaires? Ça dépendra. Mais quoi qu'il arrive, dans la période de transition de l'année prochaine, pendant 18 mois, le statut de la Nouvelle-Calédonie va encore évoluer. Et pour qu'elle évolue, et c'est là que la question des députations qui arrivent vont être importantes, parce qu'il faudra avoir les 3/5 pour pouvoir modifier la Constitution. Parce que l'accord de Nouméa tombera à l'issue de cette période de transition, et c'est ça qu'il faut réfléchir. Et la Nouvelle-Calédonie va certainement remodifier sa Constitution, et ça sera une opportunité pour Wallis et Futuna, et j'espère que je n'ai pas d'ingérence à faire vis-à-vis de la politique intérieure de Wallis et Futuna, mais ce sera, à mon avis, une opportunité pour que eux aussi, à Wallis et Futuna, se positionnent sur une éventuelle modification ou évolution du statut de 61. Parce que sinon, j'ai envie de vous dire, ce qu'on vient de vivre, nous, la diaspora ici, et vous, à Wallis et Futuna, on se retrouvera dans la même situation, si ce n'est pire. Si ce n'est pire. Et je voudrais préciser ici que l'éveil océanien, vous savez, je suis le secrétaire général de l'éveil océanien, lors des discussions que nous avons eues à Paris, nous avons eu la chance d'être intégrés à cette table de discussion au début d'année, à Paris. Nous avions écrit un courrier au ministre Lecornu, au Premier ministre de la République, pour inscrire tout un tas de questions sur le devenir de Wallis et Futuna, les conséquences du oui et du non sur le statut sur Wallis et Futuna. Et sur ces questions-là, nous les avons tous listées, et puis nous posions aussi le sujet de l'évolution du statut. Mais il est certain qu'il appartiendra aux élus politiques et aux chefferies des trois royaumes, et puis à la population de décider ce qu'ils veulent faire. Mais là, il s'agit d'une opportunité, il me semble, de mon point de vue ici, enfant calédonien d'origine, d'une diaspora particulière, qui a des liens profondément historiques, préhistoriques avec ce territoire, et aussi depuis que la France a développé ce pays, nous avons participé avec toutes les autres communautés à son développement. Donc le sujet, il est là, et vous avez bien écouté. Si vous reprenez le discours du président Macron à son dernier déplacement à Tahiti, l'État est prêt. Et d'ailleurs, toutes les questions qu'il a posées dans son discours à l'adresse, à l'occasion de l'anniversaire du statut, à l'adresse des rois de Ouvea et de Futuna et des élus politiques locaux, toutes les questions qu'il a posées sortaient de ce courrier que nous avons rédigé. Et puis il a aussi dit une chose. Il a aussi dit qu'il était prêt, l'État était prêt à revoir, à faire évoluer ce statut. Et moi je pense que c'est ça. Wallis et Futuna doit saisir cette opportunité, et l'État, je vous le dis, Monsieur David Vergier l'a aussi précisé, je l'ai entendu dans la fin de son intervention, que l'État est aussi prêt à étudier la question. Encore faut-il vouloir prendre son destin aux mains et être soit à la proue de la pirogue ou accroché à une rame et tué dans l'océan, et puis de temps en temps on te prend ou on te largue à la dérive. Donc elle est là la question. C'est une question de responsabilité, c'est une question aussi de vision, de faire converger les intérêts locaux de nos territoires, mais aussi les intérêts de l'État, parce que je crois qu'on a tendance à oublier, nous faisons partie de la représentation nationale dans un espace qui est convoité d'une manière, j'allais dire, par les grands pays du monde.
Et puis, je veux dire, l'enjeu de la zone Asie-Pacifique est l'Asie qui avance, et c'est pas pour rien que l'État réfléchit à un axe Indo-Pacifique, parce qu'il perd du terrain sur la zone Asie. Donc là, Wallis et Futuna, même si c'est le dernier des petits territoires de la République perdus, on l'appelle l'enfant perdu. Hein, mais en fait, l'enfant perdu peut être aussi conscient qu'il apporte de la lumière dans la politique étrangère de l'État, ne serait-ce que dans les échanges commerciaux qu'il y a dans cette zone d'avenir. Monsieur Mouliava, vous avez devancé notre prochain et dernier thème, justement, qui est quel avenir pour l'accord particulier et faut-il envisager une évolution statutaire pour Wallis et Futuna? Alors, Monsieur Verger, je pense que Vraimoa Mouliava nous a déjà lancé les jalons de cette thématique. Pensez-vous vraiment, comme ce qu'il vient de nous dire, que Wallis et Futuna doit profiter pour faire évoluer son statut par rapport à cette évolution statutaire dans laquelle s'inscrit déjà la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Bien évidemment, j'ai juste le regret de me dire qu'il faut saisir une occasion de la Nouvelle-Calédonie pour faire évoluer le statut de Wallis et Futuna. Ça, c'est ma grande déception, parce que il faut jamais attendre du voisin des événements pour pouvoir soi-même se dire on doit faire les choses ici, à Wallis et Futuna. Oui, évidemment. En même temps, juste pour éclairer Monsieur le ministre, parce que je pense qu'il a été coupé, moi je suis très clair et très net avec la gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans un État colonial. La Wallis et Futuna, par le soi-disant, les gens croient du statut de 61, pensent qu'ils sont chez eux, ils décident, en fait, est un vrai statut colonial. Un administratif de métropole arrive pendant 2 ans et demi, ou 2 ans, et c'est lui qui est le chef du territoire. Je rappellerai, au-dessus des rois, au-dessus de l'Assemblée. Même si les applications du statut de 61 ne sont pas entièrement appliquées. Je parle par exemple de l'approbation par le Conseil du territoire, même des arrêtés du préfet, ce qui a été oublié, et ce qui est normalement juridiquement obligatoire. Je veux dire, on a oublié tout un tas de choses, mais aujourd'hui, la gouvernance, c'est très clair, ça doit changer. La deuxième chose, c'est que, je veux dire, il faut s'assumer. Je prends un exemple. J'ai eu l'occasion de proposer à l'Assemblée territoriale, avec toute l'Assemblée, à voter une déclaration sur les océans, où dedans 2 grands points étaient nommés. 3 même, je dirais. Il y avait d'abord l'exclusion de pêcheurs étrangers dans la zone, la ZEE de Wallis et Futuna. Il y avait, je dirais, le moratoire sur l'exploitation minière pendant 30 ans des fonds sous-marins de Wallis et de Futuna. Et ensuite, du partage de la compétence. Ça a été voté à l'unanimité, bien évidemment, à l'Assemblée territoriale. C'est passé au Conseil du territoire. Ça a été validé, bien évidemment. Les rois ont souhaité participer à la signature, ce qui aurait donné quand même une amplitude de cette déclaration qui est tous les politiques et les autorités coutumières. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas signée. Qui ça dérange, ces 3 points? L'État. Et nous, on ne fait pas les choses pour, à un moment ou à un autre, imposer notre vision de Wallis et Futuna. Donc il faut falloir à un moment ou à un autre aussi que, je dirais, toutes les autorités d'ici, et quand même quelque part, en dehors bien évidemment, des perceptions individuelles et, je dirais, des envies de pouvoir des uns et des autres, mais d'avoir quand même un objectif commun, au moins pour se retrouver et défendre les intérêts des Wallisiens et des Futuniens. Donc ça, je pense qu'il y a aussi ici quand même un grand éclaircissement qu'il va falloir faire. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand c'est bien, c'est grâce aux élus, quand c'est pas bien, c'est à faute de l'État. Ça, à un moment ou à un autre, je le dis, c'est un système qui ne peut plus exister. En tout cas, pour moi, il n'est pas digne. Il n'est pas digne de gens qui montent à l'Assemblée territoriale et globalement de toutes les autorités. Les autorités de Wallis et Futuna et ces 2 grands piliers qui sont la coutume et le politique doivent être à un pied d'égalité, doivent avoir chacun des domaines de compétences où ils sont maîtres à l'intérieur et d'avoir des ponts entre eux pour pouvoir véritablement former une vraie vision de Wallis et de Futuna pour l'extérieur. Je crois que ça, c'est très important à dire. Voilà. Pour finir pour l'évolution, bien évidemment, alors je pense que comme le disait M. Mouliava, le relationnel entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna existera toujours avec un accord juridique ou pas d'ailleurs. Il sera toujours là.
Malheureusement, on est dans un monde moderne et aujourd'hui, il faut poser des cadres dans lesquels chacun d'entre nous se retrouve et d'avoir une certaine direction, en tout cas une gouvernance et puis des méthodologies pour pouvoir véritablement développer des thématiques. Donc oui, nous devons être très vigilants parce que il serait dommage qu'en plus de ça, de pas en faire une opportunité de faire évoluer les choses, de perdre cette opportunité aussi. Parce que si on fait rien, on va se retrouver sans véritablement lien juridique, technique entre Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, et ça, c'est très important. Et puis, je dirais, il faut être très clair. Je pense que si on a une vision globale, et je pense à Wallis et Futuna, des derniers investissements que va faire l'État. Je parle du lycée. Nous avons une population qui diminue. On va le remettre à 9. Je pense du centre administratif à Futuna et à Wallis. Je pense à l'hôpital, même si c'est une nécessité. Mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est en suspens, en tout cas très bientôt, et demain, parce qu'il y aura peut-être d'autres échéances, ramène l'État à positionner Wallis et Futuna dans une nouvelle dynamique globale et mondiale, et surtout dans le Pacifique. Si ces investissements lourds sont faits à Wallis et Futuna, c'est pas parce que nous sommes des gens gentils, même si je veux qu'on s'attribue le mérite politique d'avoir fait quelques dossiers. Mais je veux dire, c'est que la métropole, la France, a un intérêt à redimensionner Wallis et Futuna parce que le sujet de la Nouvelle-Calédonie va redéfinir la totalité de la relation indo-pacifique de la France et des partenaires en face. La Chine, les États-Unis, le Japon, on voit bien, ça bouge. Donc, soyons pas crédules. Participons plutôt par le fait politique de prendre le sujet en main et de participer, et dans ce cas-là, de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et de négocier ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous imposer un modèle qui, demain, quand on va se réveiller, eh ben, on se devra l'appliquer. Parce que, comme vous le dites, le préfet est le chef du territoire. Est-ce que justement, au-delà de l'évolution statutaire, est-ce qu'il ne faut pas repenser notre autonomie? Déjà, la demander et repenser par exemple, en termes de transport, être moins dépendant de la Calédonie sur ce domaine-là. Je pense que c'est un peu ce qu'évoquait M. Mouliava au début de son intervention. Wallis et Futuna a besoin de redéfinir un peu ses relations. Enfin, je veux dire, passer à la majorité. Prendre en main un petit peu ces relations, l'intégration régionale dont vous parliez, mais surtout redéfinir des chemins autres vers la mère patrie. Est-ce que justement, c'est pas le moment au-delà de l'évolution statutaire? Je pense que, alors, on ne parle pas d'indépendance. Moi, je ne parle pas d'indépendance. Je pense que personne n'a envie d'être indépendant à Wallis et Futuna, en tout cas, peu de monde. Mais je pense que d'être autonome, d'avoir une certaine autonomie et d'avoir une certaine relation vers l'extérieur et l'intérieur, où on gère notre propre territoire, personne d'autre peut faire mieux les choses que les Wallisiens et les Futuniens. Personne d'autre ne peut faire mieux les choses dans le giron polynésien. Que c'est pas un expatrié du Quai d'Orsay qui peut le faire. Même si la France, bien évidemment, profite de cette vitrine. Et c'est normal. Il y a un intérêt partagé. Il faut continuer à le cultiver. Mais chacun a sa place. Vous parlez de l'aérien. Je veux dire, il y a la naissance d'Air Calédonie, je me rappelle, à l'époque, il y a encore quelques textes, la Nouvelle-Calédonie a proposé à Wallis et Futuna de participer au capital. C'est bien ici qu'on a refusé. Et aujourd'hui, on montre les Calédoniens du doigt. À un moment, il faut quand même qu'on soit logique. On ne peut pas se faire soustraction véritablement je dirais, de nos non-actions dans le passé. Donc, je veux dire, les choses sont claires. Et aujourd'hui, avec le Polynesian Leaders Group, la route du corail est discutée. Alors, bien sûr, bien évidemment, on n'est que 11 000, c'est un petit territoire, on n'a pas cette puissance-là de pouvoir faire une compagnie locale, mais ça ne veut pas dire pour cela qu'effectivement, avec la Calédonie, avec Samoa, avec Tahiti, on ne peut pas redéfinir véritablement, une géographie du transport aérien. Il n'y a rien d'impossible. Mais à partir de ce moment-là, il faut le vouloir, il faut l'exprimer, et au travers des institutions que nous avons tous, de poser cette voie de Wallis et Futuna comme véritablement l'objectif des populations. Et je pense malgré tout, même si l'État a aussi ses intérêts, bien évidemment, on n'est pas dupe non plus. Mais je pense une fois que la Wallis et Futuna s'assumera pleinement avec ses objectifs, je pense qu'on a quand même une écoute de l'État. Parce que l'État n'a pas envie non plus de rentrer en conflit avec ses satellites dans
toutes les mers toutes les mers du monde, et donc a besoin aussi qu'il y ait un échange et qu'il n'y ait pas une hostilité complètement contre la métropole, et donc je pense que c'est un équilibre qui peut être important. La Calédonie est en train de faire des choix, il y a déjà une large autonomie. Je pense que nous, sur des secteurs ou des compétences que nous pourrions assumer financièrement, mais même être aidés aussi par l'État, je pense qu'on a une meilleure représentation quand on va au Forum du Pacifique. Excusez-moi, mais un préfet ne peut pas représenter Wallis-et-Futuna au vu des autres politiques qui sont autour de la table. C'est une aberration. La preuve, c'est que pendant quasiment 20 ans, on a demandé à la France de faire évoluer le statut de Wallis-et-Futuna comme membre associé à comment s'appelle alors on était observateur à membre associé, on ne l'a pas obtenu. On nous a permis pendant 2 ans de faire notre politique globale du Pacifique et nous l'avons obtenu. Donc ça prouve bien qu'il y a des choses qui sont plus efficaces avec les gens du terroir qu'avec une administration métropolitaine, ce qui paraît normal. Merci, Monsieur Verger. Alors, messieurs, on va toucher à la fin de l'heure de notre heure d'émission, mais je voudrais juste vous poser une dernière question, Monsieur Vaimois, une petite réaction par rapport à ce que vient de nous dire Monsieur Verger. Je sais que vous avez, pour vous, vous êtes même, enfin, vous voulez justement apporter votre pierre à cette émancipation de Wallis-et-Futuna. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui par rapport à cette autonomie qui n'est pas encore demandée, mais qui est nécessaire finalement? Oui, de toute façon, je veux dire, c'est le destin de tout le monde, hein. Même la nature, c'est comme ça. Un enfant, plus il grandit, plus il devient intelligent, plus il veut être autonome. C'est naturel. Et donc, je crois que c'est le chemin de tout un chacun dans sa personnalité individuelle, mais aussi collective. Donc, ce que vous venez de dire, pour moi, ça relève d'une évidence. Ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez bien, on va prendre le cas de la province des îles. On va prendre le cas de la province des îles. Vous voyez, la province des îles, depuis les accords de Matignon, depuis les accords de Nouméa, ils se sont structurés et a eu un développement économique. Vous savez, quand on parle de développement économique, c'est pas la peine de parler de développement économique si tu ne parles pas de transport. Du coup, ils se sont structurés. Vous avez une compagnie aérienne Air Calédonie, domestique. Vous avez une compagnie Air Loyauté, inter-île. Et vous avez aussi le Petit Show, transport maritime. Je veux dire, tout ça a été le résultat d'un combat de dignité, de la lutte kanak pour leur indépendance. Et c'est vraisemblablement ça qui a motivé l'État à apporter son expertise et puis à aider le territoire à gagner en autonomie. Je parle de la province des îles, pourquoi? Parce que c'est à peu près 11 ou 12 000 habitants et une grande partie de la diaspora. On ne va pas parler de diaspora parce qu'il y a une continuité entre les îles et ici. Une grande partie des gens des îles se trouvent aussi sur la Grande Terre. Mais vous voyez, c'est à se demander, est-ce qu'il faudrait un jour réfléchir que Wallis-et-Futuna ait un parti indépendantiste ou autonomiste pour pouvoir avoir ce genre de développement? La question, elle se pose. La question, elle se pose là aussi. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous regardez Wallis-et-Futuna, c'est quoi? C'est 11 000 habitants? Est-ce que la question, elle se pose là-bas? Pourquoi il y a très peu de gens, mais finalement, peut-être c'est trop une compagnie aérienne, etc. Mais pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? Le Covid a montré que le Wallis-et-Futuna est hyper dépendante de la Nouvelle-Calédonie. Et j'en parle avec responsabilité, puisque je défends très souvent l'ouverture des vols, etc., le développement économique de Wallis-et-Futuna ici, depuis ici. La question, elle est là. La question pour Wallis-et-Futuna, là je ne parlerai pas pour la Nouvelle-Calédonie, parce que nous, ici, c'est clair. Même s'il y a des oui, non, c'est clair. Où on va, c'est clair. Nous, on veut un minimum diriger notre pays, totalement ou partiellement. Peu importe, mais on veut diriger notre pays. La question pour Wallis-et-Futuna, c'est ça.
Elle est là. Elle est là. Flifou, il y a un aéroport international. Ils sont en train de penser à Air Oceania. Ils sont devant. Ils regardent devant. Et la question, c'est, on va regarder nos doigts de pied ou en arrière sur un statut de 61, ou on va regarder le futur, l'avenir, l'horizon, comme les ancêtres, ils ont toujours fait avant. Il est là la question. Et la question n'est pas pour vous être français ou pas être français. Moi, j'ai envie de vous dire, les vieux de là-bas, ils ont déjà choisi. La question, c'est, est-ce que le retour sur investissement, il est au rendez-vous? C'est ça la question. Est-ce que vous avez des bateaux qui vont de Wallis à Futuna? Est-ce que vous avez des avions à la hauteur de la dignité des populations? Le sujet, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Mais pour que le quotidien soit un sujet, j'allais dire, d'importance, il faut que ce soit saisi politiquement, etc. Il est là le vrai sujet. Merci beaucoup, Monsieur Mouliava. Messieurs, notre heure d'émission touche à sa fin. Je pense que nos discussions auraient pu continuer encore plus longtemps, car le sujet abordé est aujourd'hui très vaste. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Je tiens ici à remercier nos confrères de Nouvelle-Calédonie La Première pour leur précieuse collaboration. Je remercie aussi ici l'équipe de Wallis et Futuna La Première en régie qui m'ont aidé dans la préparation de l'émission, mais aussi des 3 précédentes. Mesdames et messieurs, c'était le dernier numéro de l'année. Avec un peu d'avance, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Normalement, votre émission politique redémarrera avec la rentrée au mois de mars 2022. Merci beaucoup de votre fidélité. Bonsoir à tous.